Maître. Merci, Monsieur le Président. C'est la deuxième fois de ma carrière de jeune avocat que je me retrouve à défendre et une fois accusé, j'étais procureur, accusé l'ordonnance du 2 février 1945. Donc c'est un exercice que je retrouve à nouveau extrêmement passionnant de vérité, de témoignages denses, forts, et on se prend totalement au jeu de ce procès hors norme. Hors norme par la qualité, Monsieur le Président, de la manière dont vous avez cherché à sortir que la vérité sorte de ce procès, la qualité des intervenants, tous dans leur domaine, et la personnalité de ceux qui sont venus témoigner, qu'ils soient présidents de juridiction eux-mêmes, qu'ils soient responsables syndicaux, ministres, anciens ministres de la Justice, et puis experts, évidemment, avocats. On m'a consacré plus de 2h30 de temps ce soir, donc on est au-delà de la moyenne d'une comparution immédiate. Déjà, je vous en remercie d'avoir pris tout ce temps. J'ai quand même une critique à faire, plusieurs critiques à faire à Madame le procureur. Tout d'abord, je n'ai pas bien compris le sens de la peine qu'elle a requise. De quelle peine parlez-vous? Je ne suis pas condamné à disparaître, si j'ai bien compris. Je suis simplement conduit, incité, invité à réfléchir. Mais c'est ce que nous faisons depuis le début de ce procès. Nous réfléchissons, et c'est tout à l'honneur d'ailleurs des magistrats de se poser ce type de questions. Des magistrats qui eux-mêmes appliquent cette procédure et qui prennent le temps de prendre cette distance nécessaire par rapport à un quotidien professionnel qui engage énormément d'enjeux de société et qui concerne directement les personnes qui sont appelées à être jugées, car ce sont bien des personnes qui sont jugées en comparution immédiate. Ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai entendu au moment de la présentation de ce procès, que c'est l'acte qu'on jugeait et non pas la personne. Non, les juges jugent des personnes. Alors peut-être ne jugent-ils pas toujours comme on le devrait, mais en tout cas on ne juge pas que des actes, on juge des personnes. J'ai un reproche aussi à faire au procureur, c'est de n'avoir cité que des témoins à charge. Je n'ai pas eu un seul témoin à décharge. Est-ce que le procès n'était pas un peu inéquitable? À part l'intervention de l'ancien ministre de la Justice, qui s'est voulu plus équilibré, je n'ai eu que des témoignages à charge. Et je me demande comment je vais pouvoir m'en sortir. J'aurais voulu, effectivement, vous nous dites, Madame le procureur, que la victime est elle-même victime de cette procédure. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait citer comme témoin? N'oubliez pas cette place de la victime dans le procès pénal. On a tendance un peu à l'oublier. Quand on parle de la victime, on critique ceux qui font de la victimisation pour justifier des sanctions. Je ne crois pas, voyez-vous, qu'il y ait une logique sécuritaire d'un côté, une logique laxiste de l'autre. J'ai jamais pensé cela. Je pense que quand on a des responsabilités pour juger, et la comparution immédiate, c'est un moment de jugement, de sentence, on doit faire la part des choses. On n'est pas là pour faire du chiffre. On n'est pas là pour rassurer une opinion. Bien que nous soyons aujourd'hui devant le tribunal de l'opinion, organisé avec beaucoup d'à-propos par Mediapart, que je remercie aussi. Seul journal, je lis devant moi, que les lecteurs peuvent acheter. C'est bien, c'est déjà la liberté de la presse, nous y sommes attachés. Alors je dois me défendre. J'ai 6 minutes, je crois, pour le faire. J'ai déjà épuisé 2 minutes, sans doute. Plus que ça. De la comparution immédiate. Mais enfin, c'est tout le système de la procédure pénale qu'il faut remettre en cause. Si vous prenez uniquement la comparution immédiate, c'est le petit bout de la lorgnette, c'est tout le système répressif français qui est à revoir. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, dans le box des prévenus? Vous ne croyez pas, Madame le procureur, vous pourriez être à ma place, dans le box des prévenus, vous qui alimentez à tour de bras ces audiences, c'est bien vous quand même qui fixez 15 à 20 dossiers
aux audiences correctionnelles. Vous nous dites, vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'est-ce qui vous empêche en conscience de refuser de travailler dans ces conditions pareilles? De refuser d'appliquer des procédures qui vous paraissent attentatoires? Vous avez quand même employé des termes. Vous dites, on se contente d'une procédure mal ficelée. Vous vous rendez compte, dans l'opinion, les justiciables, quand ils entendent un procureur que vous êtes, dire « je me contente de procédures mal ficelées ». Comment pouvez-vous accepter une telle situation? Vous devez vous rebeller contre cela, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas simplement en venant ici faire un débat processuel sur cette affaire de comparution immédiate. Vous devriez agir comme a tenté de le faire Madame le garde des Sceaux en son temps. Elle n'y est pas arrivée. Malgré une réflexion approfondie, malgré une circulaire restée lettre morte, si j'ai bien compris, ce qui n'enlève rien au mérite, évidemment, de ce ministre que nous apprécions tous, je le dis très franchement, mais pour autant, vous supportez une situation que vous dénoncez. Eh bien, moi, je dis non. Je dis, il faudra trouver une solution. Vous devriez être à ma place. C'est vous que nous devrions accuser. Et il manque aussi un autre de mes complices, comme pour M. Diallo, qui a comparu tout seul tout à l'heure, nous a-t-il dit, et ses autres complices ont pris la fuite. Mais qui devrait être ici à ma place aujourd'hui? Sinon, le pouvoir exécutif, celui qui décide de notre justice. Moi, je suis là, je fais avec les moyens qu'on me donne. Mais qui donne ces moyens, ou ne donne pas justement les moyens nécessaires à remplir une justice de qualité? C'est bien le ministère des Finances, c'est bien le ministère du Budget. Vous le savez comme moi, nous sommes les parents pauvres de l'administration. Vous savez très bien, d'ailleurs, un de vos successeurs, Madame Lebranchu, a employé le terme de clochardisation de la justice. C'est pas moi, c'est lui. La clochardisation de la justice. Vous nous parlez des prisons qui s'entassent, mais que n'avez-vous construit des places de prison quand vous étiez ministre? Maintenant, tout d'un coup, on nous dit il faut construire 16 000 places ou 12 000 ou 16 000 places de prison. Nous avons perdu trop de temps. Nous avons creusé un fossé tel qu'aujourd'hui, le retard est presque irrattrapable. Mais pour autant, est-ce que je suis complètement à bannir du système judiciaire? Je ne crois pas. Je pense que la comparution immédiate, malgré tous les défauts, et je veux bien l'admettre que nous présentons, nous avons quand même quelques avantages. Et il y a aussi quelques verrous de sécurité, Monsieur le Président. Car la défense, quoi qu'en aient dit les avocats tout à l'heure, la défense est là, elle est présente. Elle développe ces éléments de plaidoirie. Elle est présente en garde à vue, ce n'a pas toujours été le cas dans le passé. Et moi, je me souviens même d'une époque où c'était le procureur de la République qui prononçait une incarcération provisoire. Regardez le chemin que nous avons fait quand même. Et puis, il y a le principe du contradictoire, il y a le principe de l'oralité des débats. Il y a le principe aussi, vous l'avez un peu balayé tout à l'heure en disant « Oh non, non, surtout pas. Il ne faut pas que je demande de renvoi parce que je vais me retrouver en prison. » Mais non, pardon, la présomption d'innocence, ça doit exister. Vous devez convaincre les juridictions de comparution immédiate que la détention provisoire n'est pas l'unique décision. Arrêtons de considérer la détention provisoire comme l'alpha et l'oméga d'une procédure de comparution immédiate. Et d'ailleurs, la loi le permet, puisqu'elle permet un contrôle judiciaire. Elle permet aussi la pose d'un bracelet électronique. Donc tous ces verrous, légalement, ils existent, appliquons-les. Appliquons-les de façon à ce que cette procédure ne soit pas une procédure qui broie. Si derrière la comparution immédiate, il y avait une volonté sécuritaire de répondre à un esprit de vengeance à laquelle je m'inscris en faux, parce que je pense que les victimes que je connais et des victimes d'associations, notamment regroupées sous forme d'associations, ne réclament jamais vengeance. C'est toujours dans la grande dignité qu'elles réclament une justice qui soit réparatrice et une justice qui empêche, évidemment, par la prévention, parce qu'on oublie souvent la prévention et non pas uniquement la répression. Vous nous avez dit aussi l'erreur judiciaire, risque d'erreur judiciaire quand on se précipite dans un procès dans un temps trop court. Est-ce que vous croyez que les procès plus longs n'aboutissent pas quelquefois à l'erreur judiciaire? J'appelle encore une fois Madame Lebranchu à témoin. N'avez-vous pas réouvert le procès Seznec, Madame Lebranchu, vous-même, garde des Sceaux? Long procès, et voulez-vous que je cite d'autres grandes affaires criminelles qui ont aussi été révisées
Et nous avons d'ailleurs révisé cette procédure encore récemment pour la rendre plus transparente, plus contradictoire. Je crois que l'erreur judiciaire, elle existe partout, au fond, que ce soit dans un procès d'assises, un procès classique en correctionnel ou en comparution immédiate. Mais ce que vous dénoncez, et ça, je l'entends parfaitement, c'est la trop grande rapidité avec laquelle ces affaires sont appelées en comparution immédiate à être jugées. En une demi-heure, c'est un temps qui est beaucoup trop court. Et on en revient toujours à la vraie question. La seule question qui doit aujourd'hui nous interpeller, c'est les moyens de la justice. Parce que je crois qu'au fond, ça a un sens de juger rapidement un individu qui a commis une infraction, que la sanction soit proche de la commission des faits. Quand vous jugez trop tardivement, 6 mois, 8 mois, et ce que je dis est vrai pour les mineurs aussi, devant les tribunaux pour enfants, 1 an, 18 mois, 2 ans plus tard, ça n'a plus de sens. La personnalité a évolué. L'auteur a trouvé un travail, a peut-être fondé une famille. Vous voudriez lui dire 1 an plus tard, il faut que vous retourniez en prison parce que les faits que vous avez commis il y a 1 an méritent 3 mois de prison ferme. C'est l'intérêt d'avoir des décisions rapides qui sont aussi dissuasives pour la collectivité. Que vous le vouliez ou non, la sanction a une vertu. La prison est un mal nécessaire, incontournable, même si elle doit rester l'exception. Il faut bien, dans une société de violence, avoir un moyen de répression légale, même si cette répression légale, elle est violente. On le sait très bien que la justice répressive est violente. Donc vous voyez que tout cela est beaucoup plus complexe que vous avez vous-même essayé de défendre dans un acte d'accusation définitif, en souhaitant, si j'ai bien compris, la disparition pure et simple des comparutions immédiates. Non, je crois que sous tous les gouvernements, de gauche comme de droite, personne ne s'aviserait à supprimer cette justice d'un circuit court, parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle répond à une délinquance violente quelquefois. Et voilà ce que je souhaitais vous dire. Maintenant, réfléchissons, puisque vous nous amenez à réfléchir, essayons peut-être aussi d'aller vers une réflexion plus globale. Ne croyez-vous pas, Madame le procureur, qu'il y aurait certainement d'autres contentieux de masse, par exemple, à déjudiciariser? On parle de la déjudiciarisation de l'usage de stupéfiants. Pourquoi pas? Ce sont des affaires qui viennent en comparution immédiate. Arrêtons avec toujours cette idée que la prison, la judiciarisation est le seul moyen d'une réponse sociétale à ce qui relève quand même d'une infraction à la loi. Voilà quelle est ma réflexion aujourd'hui. Ne m'accusez pas de tous les maux. Je ne suis pas le seul responsable en tant que comparution immédiate des maux de la justice d'aujourd'hui. La justice qui a besoin d'être refondée dans un esprit, je dirais, de recherche consensuelle. S'il y a bien un domaine qui doit faire consensus dans la société, c'est bien celui-ci, au-delà des clivages, au-delà des esprits partisans et au-delà des idéologies qui peuvent nous animer les uns les autres. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, je souhaite non pas plaider ma relaxe pure et simple, puisque j'ai parfaitement conscience de mes défauts, mais je vous demande vraiment toute votre indulgence, me faire bénéficier de toutes les circonstances atténuantes, parce qu'encore une fois, il manque des coprévenus ici, dans ce box, ce soir. Merci. Merci, maître. Merci, madame le procureur. Le tribunal ne va pas se retirer pour délibérer, mais va rester sur place. Simplement, je pense qu'on va changer l'éclairage, puisqu'on ne va pas faire ça en catimini ou dans le secret. L'intérêt, c'est que vous puissiez assister à un délibéré qu'on ne voit pas d'habitude. Je pense que c'est tout l'intérêt de faire ça dans un média comme celui de Mediapart. Donc,